Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, tu sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature ? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où ? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Chers auditorices, c'est le dernier épisode de la saison. Après avoir sillonné les routes de France et de Belgique, le voyage prend fin aujourd'hui avec La Permission, un projet d'écolieux citoyen dans le secteur du Béthunois, dans le nord de la France, et qui est né dans la tête de Camille et Adrien, des amis de longue date qui ont eu un déclic suite à la crise du Covid-19. Cet épisode est un peu particulier car ce beau projet de vie est en devenir. Cela me tenait à cœur de vous présenter des jeunes gens en pleine réflexion, en apprentissage et en chemin vers un autre mode de vie. Parfois, on a besoin d'entendre les processus, les doutes, les envies, afin d'être soi-même porté, voire motivé à peut-être faire de même. Voilà comment je souhaitais clôturer cette deuxième saison, avec de l'espoir, de l'ambition et une vision positive de notre avenir commun. Permaculture, production écologique bio et éco-responsable, vente et distribution de produits éthiques et locaux, animation pédagogique autour de la question environnementale, artisanat, culture, mais aussi de la réinsertion professionnelle, du tourisme, des chambres d'hôtes, l'accueil d'animaux de ferme et plein d'autres activités. Camille et Adrien sont ambitieux, portés par leurs envies, et mettent toute leur énergie dans ce grand projet. Épisode 20. Permission accordée. Qui êtes-vous, jeunes gens ? Honneur aux femmes. La galanterie. La galanterie. Moi c'est Camille, j'ai 24 ans, je suis originaire du secteur du Béthunois. Je suis comédienne et musicienne à la base. Là je suis en réorientation professionnelle vers la gestion de projets culturels, donc plus direction d'établissement type théâtre, je reste quand même dans le spectacle vivant. Et puis je suis co-gérante de l'association Permission qui a pour projet la création d'un écolieu citoyen dans la région du Béthunois. Moi c'est Adrien, j'ai 25 ans. Pareil, je suis originaire du secteur. Actuellement, avec Camille, on crée l'association Permission pour créer l'écolieu principalement actuellement. Et vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux ? Trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Chaque année on se dit que ça fait une année de trop. On était en primaire ensemble. Voilà. Depuis le CE1 en fait. C'est ça, ouais. On s'est perdu de vue pendant un temps, pendant la période du collège. On s'est retrouvés par hasard, par un ami en commun, au bar du Nautilus à Béthune. C'est ça. Et après on s'est plus lâché. C'est ça. En gros on s'est revus, on s'est croisés, on s'est rééchangé nos numéros de téléphone, on s'est échangé vu qu'on n'en avait pas à l'époque. On a reparlé, on s'est revus, et après on s'est plus lâché, après c'était conneries sur ce projet. C'est ça, ouais. On est surtout des potes de conneries en fait au départ. Voilà. Bon, ça nous arrive de temps en temps d'être sérieux, mais c'est compliqué. Ouais. Est-ce que vous voulez bien me parler de comment cette idée de la permission est née ? La permission est née d'abord d'un projet qui n'avait pas forcément grand-chose à voir. Avant de créer ça, j'étais dans l'événementiel pour soirée, donc pour tout ce qui est mariage, etc. Et pendant le premier confinement, on va pas se mentir, tout le monde se faisait un peu chier. Du coup, on faisait des appels, des visios pour passer le temps. Et pendant un appel, on en est venu à rigoler en se disant ça serait bien qu'on fasse quelque chose tous ensemble. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de voir pour acheter un domaine pour y faire de la réception. C'était plutôt un centre de permaculture qui permettait de faire à côté des activités culturelles et artistiques
un petit peu dans le genre du Puy du Fou, mais en mode plus autour de l'écologie, tout ça. Sauf que moi j'ai gentiment expliqué que moi je viens du milieu artistique, je voyais bien que le secteur de la culture c'était plus trop la peine de compter dessus, en tout cas de façon provisoire, parce que là je le vois encore aujourd'hui, il y a tellement de spectacles qui ont été créés pendant la période du confinement qu'on n'arrive plus à les faire tourner. C'était déjà compliqué avant, aujourd'hui ça l'est encore plus. Et créer de lieux culturels dans une région qui est déjà hyper riche en matière de lieux culturels. Enfin, en tout cas, c'était pour faire un peu comme le genre du Puy du Fou tel que tu me l'avais décrit au départ. C'est faire le Puy du Fou, salle de réception, ouais. Zone, on va dire, un peu, comment on peut dire, de rencontre estivale, tout en étant écolo en fait. Faire pousser les légumes nous-mêmes de façon écologique, faire en sorte de produire nos énergies. Et en fait, au fur et à mesure, on a divagué, on s'est dit mais en fait, c'est pas ça du tout qu'on veut faire. Ce qu'il y a, c'est que avant même de parler de ce projet-là, avant même le confinement, on parlait déjà d'un malaise en fait par rapport à notre société, et notamment à l'entrée dans le monde professionnel, où je pense qu'il y avait une déconnexion entre la façon dont nous on concevait les choses et le milieu dans lequel on s'est retrouvé, que ce soit lui dans le milieu de l'animation comme moi dans le milieu artistique. Il y a toujours un peu ce mythe de oh, vas-y, j'ai envie de tout claquer, d'aller vivre en autarcie, de faire ma petite popote. Et, à chaque fois on rigolait avec ça en disant vas-y, c'est toi qui vas y aller avant, non voilà, c'est toi qui... on a toujours eu un peu cette idée de vivre en autonomie, en fait, d'être autonome, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de l'alimentation, de l'énergie, du logement, tout ça. Et donc effectivement, quand tu m'as parlé de ce projet de centre de permaculture Puy du Fou entre guillemets, au fur et à mesure des discussions, on s'est dit mais c'est vrai que là la crise du Covid elle est quand même assez emblématique du problème environnemental, parce que je ne vais pas revenir sur les causes de l'apparition du Covid, mais la multiplication des épidémies, il est démontré aujourd'hui que c'est lié au changement climatique, à la proximité de l'homme en fait avec l'élevage, vis-à-vis de l'élevage intensif. Et ça faisait sens pour nous en fait de créer un lieu qui démontre en fait qu'un autre mode de vie est possible. Alors que nous-mêmes on ne connaissait pas grand-chose à ce moment-là. Mais qu'un autre mode de vie est possible tout en... Sans devoir se retirer totalement de la société en fait, d'intégrer ce mode de vie à la mais société. Tout en ayant les possibilités de le faire à l'échelle de chacun en fait. Ouais. Qu'on n'ait pas à se dire... soit il faut absolument avoir autant de connaissances, autant de trucs, autant de ça, ou alors se dire il faut toujours mettre plus d'argent pour réussir à faire mieux. Et en fait, nous ce qu'on voulait c'était pouvoir montrer que avec un peu de petits moyens, avec des choses du quotidien, des choses trouvées, des choses pas chères, on puisse quand même réussir à faire quelque chose d'assez facile. J'ai un exemple tout simple, quand on parlait de la construction de l'écolieu, on se disait pour les énergies, notamment pour l'eau, ce qui serait bien c'est d'avoir des récupérateurs d'eau de pluie. Et en fait, du coup, à ce moment-là, Camille regardait sur internet et elle disait qu'elle trouvait ça super cher les récupérateurs d'eau de pluie, donc ce sont juste des cuves en fait. Et je lui ai démontré que pour beaucoup moins cher, on pouvait récupérer ce qu'on appelle un cubi, donc c'est des gros bas, comment on peut dire, des grosses cuves d'1 mètre cube pour même pas 25-50 euros. Et ça, il y avait juste à rajouter 1 mètre de gouttière. Et comme ça, l'eau de pluie tombait directement dedans avec juste une passoire, un truc comme ça pour filtrer à la limite. Alors que si on prend quelque chose tout fait dans le commerce, on arrive facile à 3, 4, 500 euros directement pour une cuve qui ne fait même pas 1 mètre cube, donc même pas 1000 litres d'eau. Ça fait en général entre 100 litres à 300 litres. En fait, on nous vend le mérite de l'écologie, mais en fait, on nous vend des trucs hors de prix qu'on pourrait vendre moins cher pour de meilleures qualités, en fait. Et c'est avec juste un petit constat pareil qu'on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on doit lancer. Du coup, le projet en soi est né comme ça. Et il y a eu aussi un autre constat qui a fait qu'on s'est décidé à se lancer, c'est que souvent on entend les gens dire « Ah, il faudrait que ça se soit fait, il faudrait qu'il y ait ça qui soit fait aussi ». Mais les gens disent qu'il faut le faire, mais en soi ils comptent sur les autres pour le faire. Et on s'est dit les autres c'est nous en fait. Parce que si nous aussi on se dit la même chose, la personne suivante va se dire la même chose, etc. Et ça n'avancera jamais.
Tu disais que c'était une idée qui était née pendant le confinement et tu disais que vous aviez envie de faire un truc tous ensemble. Et tous ensemble, c'est qui? Alors de base c'était Camille, moi et Romain, qui est un peu l'homme de l'ombre, comme on l'appelle, parce que il veut pas trop se montrer. Voilà, il veut pas se montrer, il préfère rester derrière la caméra. Du coup, il y a quelques personnes hommes de l'ombre, mais du coup de base c'était avec Romain et on voulait aussi qu'un autre de nos amis travaille avec nous, mais il est plus hésitant, on va dire. Disons que c'est pas évident quand nous en fait la chance qu'on avait entre guillemets, c'est qu'on n'avait plus de situation professionnelle à ce moment-là. Soyons honnêtes, pendant le Covid, à partir du moment où tu travailles dans le secteur culturel, les perspectives d'avenir, c'était out quoi. Donc du coup on pouvait se permettre de s'engager pleinement dans un projet. Donc voilà, donc on est 2 porteurs de projet et 4 personnes qui viennent nous aider de façon assez ponctuelle. Et est-ce qu'on peut parler du coup du nom Permission, d'où ça vient? En fait, on cherchait désespérément après un nom qui fasse un peu original. On cherchait un truc qui fasse un peu jeu de mots. Alors on a fait tous les jeux de mots pourris possibles et imaginables. Ça a même beaucoup dévié. Voilà, des fois, beaucoup dévié. Et en fait, on voulait un truc qui associe l'aspect citoyen de notre projet et l'aspect écologie permaculture. Et c'est moi qui ai proposé Permission en référence à une notion que j'ai travaillée en danse contemporaine avec Sandra Vincent à Bruxelles, qui travaille beaucoup sur la notion de se permettre d'avoir un certain type de mouvement, un certain type d'énergie, se permettre d'être sur scène. Et je trouvais que ça rentrait totalement en fait, dans nous, notre idée de se donner la permission de vivre autrement, se donner la permission de voir les choses autrement, de changer de paradigme. Et après, c'est Romain qui a proposé l'idée de comment l'écrire. Voilà, c'est ça. Et pourquoi on l'a écrit comme ça, du coup, en aussi, deux mots distincts. Et puis comment faire la distinction aussi entre la permission, l'écolieu, et permission de l'association. C'est ça. Dans le sens où, oui, l'écolieu c'est notre projet principal actuellement, mais l'idée ce serait aussi ensuite de développer nos activités, peut-être auprès d'autres structures, pouvoir faire de l'animation ailleurs, dans les écoles, comme ce qu'ils font un peu. Des trucs comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. Comme un peu ce qu'ils font ici à Morbecque, en fait, au final, avec les fermes pédagogiques. Oui, voilà, parce qu'on va peut-être parler de là où on est exactement, parce que là vous êtes vous avez cherché plusieurs lieux dans votre démarche. En fait, vous commencez comment? Parce que justement, parlons du fait que vous n'y connaissez entre guillemets rien au départ. En tout cas, vous partez de rien. Et du coup, quand on part de rien, on commence comment? Vous avez commencé comment? Déjà, quand on part de rien, la bonne chance, c'est qu'on peut apprendre plus rapidement que si on connaît déjà tout. Si on connaît déjà tout, on va apprendre, mais beaucoup plus lentement. Et du coup, comment on a évolué? Déjà, d'une part, on a beaucoup lu, beaucoup de livres. En soi, en fait, tous les livres qu'on a pu partager sur nos réseaux sont des livres qu'on a lus. Ouais, beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, y compris sur le fonctionnement de notre société pour essayer de dresser un diagnostic le plus précis possible. En tout cas, on n'avait pas la conscience de la complexité des choses et de exactement qu'est-ce qui merde dans la société. Donc le fait de énormément s'informer sur comment ça fonctionne l'économie, comment ça fonctionne la finance, comment ça fonctionne, comment fonctionne la psychologie humaine aussi, comment est-ce qu'on en est arrivé là au niveau environnemental, l'histoire de la civilisation industrielle aussi. Et donc il y a eu cette première phase-là, plus de recherche de réponses. Et puis après, il y a eu la recherche de comment est-ce qu'on met les choses en place. Et là, c'est aussi passé par la mise en pratique. J'ai travaillé pendant 4 mois en stage d'insertion professionnelle auprès d'une coopérative d'horticulture et de maraîchage bruxellois. On est passé par des choses aussi un peu plus traditionnelles. Sur le plan de l'énergie aussi, on a beaucoup fait de recherches sur le plan de l'énergie. Et après aussi des expérimentations, chacun de nos côtés, pour voir comment on peut faire ça. Par exemple, faire nos potagers, essayer de les faire. Ou même essayer de voir, vu qu'on avait plus de temps que... Enfin là maintenant on en a un peu moins parce qu'on travaille tous les deux, mais comment tu fais ton linge toi-même, comment est-ce que tout ce qui est cette idée DIY, comment tu te débrouilles en fait avec des trucs du quotidien, comment est-ce que tu changes ton alimentation aussi, parce que pour toi c'était peut-être pas le cas, mais moi mon alimentation, j'avais une alimentation, j'allais au supermarché, techniquement, nous aussi, ça évolue au fur et à mesure. Oui, voilà. Et là où au départ on disait qu'on avait un projet qui n'était pas du tout politique, en fait, par la force des choses, c'est devenu politique parce qu'à fur et à mesure de nos recherches, on se disait mais non, en fait, on peut pas, on est obligé quelque part d'ouvrir notre gueule sur. Désolé pour la façon dont je le formule, mais on est obligé, on peut pas se taire en fait et juste dire voilà, ce serait bien de faire ça, sans mettre le doigt sur ce qui va pas.
sans forcément se montrer totalement vindicatif, parce que moi je le vois dans mon quotidien, je peux comprendre qu'il y a des gens qui par facilité vont au supermarché, qui par facilité vont acheter des produits transformés, des produits emballés avec du plastique. Le but c'est pas de montrer du doigt les gens, c'est de les accompagner et de leur montrer en fait qu'il est possible de faire autrement sans se prendre la tête. C'est plus dans cette idée-là. Après, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin dans l'autonomie comme nous, ben là, pareil, on peut leur proposer, essayer de leur proposer des choses. Ou même dans la question professionnelle, on voit avec Romain qui travaille en laboratoire. Il est confronté tous les jours au fait que il travaille avec des produits qui sont dangereux pour l'environnement, où il doit tester aussi des produits qui vont être utilisés pour niquer l'environnement. Et professionnellement, forcément, ça lui pose un problème. Mais il n'empêche que il faut bien qu'il travaille, il faut bien qu'il gagne de l'argent, il faut bien. Et nous, avec le programme d'insertion professionnelle qu'on veut mettre en place, c'est proposer des alternatives aussi sur le plan professionnel pour que les gens puissent s'orienter vers des choses qui correspondent à leur éthique, qui correspondent à leur fort intérieur, en fait, à comment est-ce qu'ils fonctionnent, à ce dont ils ont besoin. Par exemple, moi, j'ai vu dans ma carrière professionnelle en tant que comédienne ou même en tant qu'animatrice, de parfois devoir accepter des conditions qui ne me convenaient pas et de le regretter après. Et donc l'idée, ce serait justement de permettre aux gens soit de créer leurs propres activités, soit de rejoindre des activités qui soient en accord avec leurs valeurs, qui soient en accord, après, c'est jamais 100% en accord, mais qui soient le plus proche du moins d'eux et qui leur conviennent pour ne pas se retrouver en dépression au bout de 3 mois, quoi. Et toujours dans le travail de recherche, hors internet, pour trouver, là à l'heure actuelle, ce qu'on fait aussi, c'est que du coup on cherche un lieu. Du coup on se déplace dans le secteur du Béthunois, parce qu'on va bien s'installer dans le Béthunois, à la recherche de terrains qui pourraient nous paraître idéal pour monter le projet. Mais après, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, dans notre projet, au départ, je crois qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre. Déjà, au départ, on ne voulait pas s'installer dans la région, on voulait s'installer en Normandie, parce qu'on savait que c'était un terrain qui était plus propice, une région qui était plus propice à ce genre de projet. Que ce soit sur le plan politique, comme sur le plan de la qualité de la terre, sur le plan de la qualité environnementale. Globalement, sur le côté la Normandie, historique aussi, globalement, la Normandie est quand même moins polluée que les Hauts-de-France. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça peut se en fait, je pense que c'est du moins, c'est l'idée reçue qu'on avait à ce moment-là. C'est ce qu'on pensait, mais en fait, on a remarqué qu'au final, c'est partout pareil. Et donc, au départ, on s'est retrouvé avec la difficulté de rechercher un terrain dans une région dans laquelle on n'est pas. Sachant que moi, en plus, je vis à Bruxelles, je réemménage dans la région dans pas longtemps, mais il y a aussi cette difficulté de ne pas être sur place. Et puis, on voulait un endroit qui soit déjà plus ou moins bâti. Ou alors qu'il y ait juste un petit peu à retravailler le lieu, tout ça, à faire de la rénovation, faire des travaux, mais on voulait quelque chose qui soit déjà plus ou moins prêt à l'emploi, où il n'y avait plus qu'à acheter le matériel. Sauf que évidemment, ça coûte un bras et que quand t'as pas les sous au départ et quand t'as pas les subventions, quand t'es pas connu, c'est impossible. Donc on a fini par revoir un peu nos exigences à la baisse en se disant voilà, c'est quoi le plus important dans notre projet ? Le plus important, c'était avoir de l'espace, un terrain, de préférence qui soit déjà en reconversion bio ou qui soit pas trop pollué du moins de base. Ou alors que ça fasse plusieurs années qu'il n'ait pas été utilisé. C'était avoir un point d'eau à proximité et éventuellement en bonus un verger. Et en fait, on a trouvé un ami de mon père qui à un moment donné pensait céder sa ferme, qui faisait justement du bio. Et donc on a commencé à négocier avec lui et puis pareil, on s'est emballé très vite. On a peut-être un petit peu trop rapidement pris le peut-être pour un oui. Donc on a commencé à faire de la communication autour de ça, à faire de la vente de copeaux de bois et tout. Finalement, le projet a été avorté parce que je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est ça qui a renforcé l'idée qu'on voulait s'installer dans la région et aussi, de par nos activités, pour pouvoir promouvoir notre activité qui est allée à ce moment-là à Richebourg, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui étaient intéressés et qui voulaient que ce genre de projet s'installe dans notre secteur. Chez eux, dans leur village. Voilà. Même si ça se faisait finalement en campagne, parce qu'on pourrait imaginer que ce genre de projet marcherait mieux dans un milieu citadin. Et nous, justement, ce qu'on revendique, c'est aussi que l'écologie doit être aussi habitée par la ruralité, que ça ne doit pas être juste un problème de bobo, quoi. Ouais. En fait, enlever toutes les images clichés qu'il peut y avoir autour de l'écologie. Ou alors l'écologie, c'est manger bio, l'écologie, c'est juste trier ses poubelles. En fait, c'est aussi un peu notre but, c'est d'enlever en fait ces images clichés qu'on peut avoir de l'écologie et de l'autonomie aussi. C'est ça. Tout de suite, si tu veux vivre en autonomie, t'es un marginal, t'es hors de la société, Et donc, casser un peu tous ces clichés. Même si je pense qu'avec la crise du Covid, justement, ces clichés ils ont beaucoup changé, notamment avec tout ce qu'on a vu sur les réseaux, les gens qui sont venus à s'entraider.
Bref, on a encore bifurqué. Désolée. Désolée. C'est notre lot quotidien, on bifurque. Voilà, même pendant nos réunions, on parle d'un truc et on part en vient à parler d'un autre truc. Bref, donc voilà, en gros, l'idée au départ, c'était de s'installer en Normandie. Ce projet, cette possibilité a fait qu'on a décidé de s'installer dans la région. Et là, on s'est trouvé face à une autre difficulté qui est celle que nous ne sommes pas de famille d'agriculteurs. Enfin, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais déjà, voilà, c'était pas par ici. Et puis, pour te dire, ma grand-mère est née en 1920, tu vois, donc ça date un petit peu. Et donc là, grâce au conseil qu'on a reçu de l'association Désobéissance Fertile, on a décidé effectivement de faire le tour de toute la région béthunoise, d'aller repérer chaque terrain un par un, d'aller dans les mairies pour avoir le nom des parcelles en fonction des cadastres. D'avoir le cadastre en fait. Et à partir de là, on contacte les propriétaires quand c'est possible de le faire, parce que des fois, en fait, au cadastre, on te donne juste le nom, prénom et la ville d'habitation. Mais après, c'est à toi de te débrouiller pour trouver les contacts. Et à côté de ça, on a aussi une autre difficulté qui est celle que, en fait, pas de terrain, pas de subvention, pas de subvention, pas de terrain. En gros, c'est le cercle vicieux dans lequel on s'est retrouvé. Et donc, on essaye simultanément de faire de la promotion autour de ce projet de façon à pouvoir dire, bah voilà, nous on veut vraiment s'installer dans ce secteur-là, de cibler en fait l'endroit où on veut s'installer, de façon à demander les subventions à l'agglomération de communes, à la région et ainsi de suite. Mais ça, en fait, comme on n'y connaissait rien au départ, il a fallu le temps qu'on comprenne tout ça. Votre but, c'est de vivre dans ce lieu à terme. Qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça? Pour Camille, je sais pas, parce que je sais que ça évolue au fur et à mesure de ton côté. Il y a des moments, c'est ouais, je vais venir vivre sur place. Après, c'est non, pas du tout. Après, c'est je vais venir de temps en temps être sur place. Donc, je te laisserai répondre. Mais pour ma part, en fait, je suis en train de me dire que pour ma part, ça change aussi. Ouais. En fait, il y a quelques temps, oui, je me disais pourquoi pas. Enfin, même je me disais vivre sur place, oui. Pour moi, c'est vraiment, ça va vraiment devenir mon activité principale en fait, même mon activité tout court. J'envisage peut-être d'acheter une maison. Du coup, ça évolue. C'est vrai qu'au début, quand on a lancé ce projet, on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on voulait s'installer sur place, parce que c'était ce qui avait de plus... Enfin, l'idée c'était aussi de nous donner les moyens en fait, de vivre en autonomie. Sauf que au niveau personnel, ça a changé. On a chacun quelqu'un dans notre vie qui n'a pas forcément la même vision des choses que nous, qui n'a pas forcément envie d'avoir ce mode de vie-là. Et donc on est dans une période où on cherche chacun de notre côté un juste milieu entre notre aspiration à vivre en autonomie et l'aspiration à être avec notre partenaire. Je pense que oui, on sera amené à vivre sur place, mais de façon intermittente en fait, pas de façon permanente. Ça sera peut-être comme une garde d'enfants, une semaine sur deux. Chacun garde le petit, voilà, chacun garde le bébé projet dans sa poche. L'idée. Surtout que dans le cas d'Adrien, oui, ce sera très probablement son activité principale. Moi, je suis du genre à ne pas me contenter d'une seule activité. J'ai une légère tendance hyperactive. Mais je n'abandonne pas l'idée de continuer à travailler dans l'artistique. L'idée de continuer dans le culturel, que ce soit en tant qu'artiste comme en tant que gérant de projet ou d'établissement culturel. Dès le début, en fait, dans le projet, on avait énormément d'idées. Que ce soit sur le plan de l'écologie, sur le plan culturel, sur le plan de la formation, de l'insertion professionnelle, on touche à énormément de domaines parce que notre idée, c'est de toucher à... pas de créer un mode de vie, mais... De créer notre mode de vie. Voilà, de développer en fait un mode de vie qui soit plus éco-responsable et aussi auquel chacun puisse se retrouver, se sentir bien. Donc dès le départ, on avait énormément d'idées qui touchaient à vraiment toutes les sphères du mode de vie, sauf que c'est pas possible de tout faire en même temps. Donc on a dû cibler les activités qui étaient vraiment essentielles dès le début et qui caractérisaient notre projet, et ensuite celles qui l'étaient un peu moins et qui pourraient être construites par la suite. Ce qui était essentiel, c'est donc l'activité de permaculture, de production alimentaire, l'autonomie énergétique du bâtiment. Après, il y a eu l'aspect construction, parce qu'on en est venu à la conclusion qu'on allait finir par construire le lieu. Donc tout ce qui va être aspect bricolage, le fait de créer aussi une fabrique lab en fait, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas le matériel pour pouvoir réparer leur vélo ou réparer leur machine. Tout en étant accompagné. Voilà, c'est ça, tout en étant accompagné. Donc ça, l'aspect en fait artisanat, permaculture et aussi animation pédagogique, c'est le premier objectif. Avec les chambres d'hôtes à côté qui permettent en fait de financer l'association. Et ensuite, à partir de là, si l'association fonctionne, si l'écolieu fonctionne bien,
qu'on voit qu'il y a un potentiel, qu'il y a les subventions qui suivent, là on développera d'autres activités. Effectivement, on avait parlé éventuellement de la création d'une salle de résidence pour artistes. On avait parlé de formations un peu plus pointues et plus professionnalisantes. Et entre-temps, moi j'ai eu en d'autres idées partenariat aussi avec que je des n'ai pas encore entreprises. proposées Oui, aussi. voilà, c'est ça. En fait, les idées, elles émergent au fur et à mesure. Mais notre objectif, ça reste toujours de toucher à tous les aspects du mode de vie, de la production à la consommation et aussi par l'activité. Mais surtout, l'un des trucs qui va pouvoir lier tout ça, en fait, c'est le fait de pouvoir pouvoir proposer ce qu'on appelle, nous, stage ou formation, mais ce qui n'est pas le cas, c'est plus une expérience professionnelle longue durée. Dans un premier temps, en tout cas. Dans un premier temps, pour des personnes qui soient d'Emmaüs, pour des personnes qui soient à la rue, en leur proposant un hébergement, en leur proposant une formation, d'être nourris, logés, blanchis, en fait, avec en plus qu'ils aient une rémunération pour leur travail, bien évidemment. Du coup, les aider à se réinsérer à la fois professionnellement, socialement, réussir à retrouver une stabilité, si je puis dire, et du coup, qu'ils puissent choisir de travailler dans l'un des domaines d'activité que l'on proposerait. Donc, par exemple, la vente de produits, le maraîchage, l'accueil touristique, la cuisine, donc la cuisine avec l'atelier de transformation, enfin, l'atelier bois, etc. Être directement dans l'espace culturel pour s'occuper de tout ce qui est atelier. On pensait notamment à mettre en place des workshops sur tout ce qui relève de la conscience du corps, des arts martiaux aussi, du bien-être. Enfin, moi je m'en suis rendu compte en tout cas en partant vivre à Bruxelles. On n'a pas tous la même notion du rapport au corps et de l'importance de ce rapport au corps. Et que beaucoup de gens développent des pathologies, voire des maladies, parce qu'ils ne savent pas utiliser correctement leur corps ou parce qu'ils ont des blocages qui peuvent parfois être émotionnels ou corporel aussi. Ouais, et en fait c'est la méconnaissance du corps qui crée les pathologies la plupart du temps. Donc on trouve ça aussi super important de développer cet aspect-là par l'intermédiaire de workshops et d'animation pédagogique. Un espace d'accueil aussi pour les animaux de la ferme. Qui ont été maltraités, ou même pour aider les SPA avec des animaux domestiques, notamment chiens et chats, parce qu'on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, presque la totalité des SPA de France sont surchargés, n'ont plus de place pour les accueillir. Et du coup, malheureusement, ces petites bêtes finissent malheureusement et puis euthanasiées. Permettre aussi une réinsertion sociale par la relation à l'animal. Et du coup, là, j'ai quand même une grande question à vous poser. Parce que, non, mais de ce que j'entends, en termes de tout ce que vous souhaitez mettre en place, le fait de s'occuper de la réinsertion de personnes, potentiellement d'accueillir des animaux, etc., ça nécessite aussi certaines compétences sociales, techniques, vétérinaires, etc. Est-ce que vous avez quand même pour objectif d'agrandir votre équipe ou vous dites alors, oui, totalement oui. Totalement. En fait, l'objectif, comme l'a dit Camille, de toute façon, dans tous les cas, nous, c'est d'ajouter au fur et à mesure, parce que tout ce qu'on vient de citer, pour moi, ce sont des choses qui sont acquis, même si c'est pas encore écrit noir sur blanc sur les feuilles administratives ou que c'est pas encore écrit sur le site. Tout ce qu'on vient d'énoncer, ce sont des choses qu'on va mettre en place. Après, ce ne sont pas forcément des choses qui vont être mises en place dès le début, tout de suite, en fait. Parce que si on doit construire le bâtiment principal, mais aussi construire les lieux d'accueil pour les médecines douces, mais aussi construire les lieux d'accueil pour les chambres d'hôtes, gîtes, qu'on doit gérer les animaux, gérer la permaculture, gérer la... En fait, tout gérer d'un seul coup dès le début, ça ne sera pas possible. Donc effectivement, déjà, nous, ce qui est prévu, c'est que chacun, on se forme sur des choses, soit tous ensemble, qui sont obligatoires, comme la formation premier secours, qui est une chose obligatoire où on va devoir tous se former, y compris les gens de l'ombre, parce que les gens de l'ombre viendraient sûrement à passer sur place de temps en temps. Mais après, il y a des choses sur lesquelles nous, on va se former séparément. Par exemple, toi, tu t'es déjà formé sur tout ce qui est gestion de communication des réseaux. Que moi, par exemple, je sais que j'ai certaines formations qui vont arriver, par exemple la transformation de produits artisanales, qui est quelque chose d'obligatoire à passer pour pouvoir faire des conserves. Ou alors aussi faire de l'apiculture. Oui, c'est un truc qu'on n'a pas dit, que je ferai de l'apiculture. La formation apiculture, c'est moi qui vais la faire parce que madame a dit oui, mais en fait, seulement si c'est moi qui touche. En gros, moi je suis la tête pensante, si je puis dire comme ça. C'est-à-dire que moi je vais gérer tout ce qui va être vraiment l'aspect plus organisation, administration, tout ce qui va être réalisation du projet, là où lui il sera plus dans la pratique. Lui est quelqu'un de très manuel. Donc c'est comme ça qu'on s'est réparti les choses et c'est pour ça qu'on monte ce projet à deux. C'est que lui a les connaissances pratiques, moi j'ai les connaissances, on va dire, plus... c'est pas vraiment théorique, mais... Administrative. Ouais, voilà, administrative, gestion en fait. Et si on monte à deux, c'est aussi parce qu'on sait ce que l'autre est capable de faire. Voilà, exactement.
Mais du coup, pour répondre à la question principale, oui, notre objectif c'est de pouvoir embaucher des gens pour qu'ils nous aident à avancer dans le projet. Mais tout à l'heure, on parle beaucoup de tout ce qu'on veut faire et de tout ce qu'on va mettre en place, mais j'insiste sur le fait que c'est quelque chose d'extrêmement cadré. On va faire les choses au fur et à mesure. Il faut pas. La réalité, c'est que d'abord, on va mettre en place l'aspect permaculture. Dans la foulée, on mettra effectivement l'aspect construction, pédagogie. Et à partir de là, on verra ce qui est possible de développer ou pas. Et c'est un projet qui va se faire vraiment sur du très long terme. Donc là, je pense que les 2-3 prochaines années, elles sont vraiment consacrées à l'obtention du terrain, la construction, développement de la permaculture. Développement de la permaculture, le développement aussi plus touristique, parce que comme j'ai expliqué, les chambres d'hôtes, ça va être notre principale source de revenus autre que les subventions. Notre objectif, c'est quand même, ne l'oublions pas à long terme, d'être aussi autonome sur le plan financier. Évidemment, on ne fonctionne pas comme une entreprise, même au niveau de la direction, plus il y aura de bénévoles, plus il y aura de gens aussi qui prendront les décisions avec nous. C'est le principe de l'association et puis aussi c'est dans notre idée en fait du vivre ensemble. Mais voilà, il faut vraiment voir les choses comme étape par étape et ces choses elles vont se construire sur au moins 10, 15 voire 20 ans, quoi. Tu parlais justement de projets à long terme. Et oui, je voulais vous demander combien de temps vous vous donniez. Notre vie entière, je crois. Eh bien, c'est parfait. Non, mais parce que des fois, on peut se lancer dans un projet, il y en a qui peuvent se dire bon, si dans 10 ans ça marche pas, je laisse tomber entre guillemets. Parce qu'on sait que ça va marcher. On sait que ça va marcher, on sait que ça doit marcher et on sait que même si telle ou telle chose ou que même si ça ne fonctionne pas, on va juste se redonner de nouveaux objectifs ou se redonner de nouveaux moyens, nouvelles méthodes pour y arriver en fait, tout simplement. Nous, c'est un projet de vie en fait. C'est notre projet de vie et on espère que ce sera aussi le projet de vie d'autres personnes qui voudraient intégrer l'équipe. On est justement en recherche de bénévoles, on est en recherche de gens qui ont les compétences, qui ont envie de se lancer dans ce genre de projet, c'est pas forcément... qui seraient attachés aussi à la région dans laquelle on veut s'installer. C'est d'abord ceux qui ont la volonté et après on voit les compétences. Déjà, si la personne a l'envie, pour nous c'est déjà primordial en fait. S'il y a l'envie, il y a la motivation. S'il y a la motivation, ça restera dans le temps. Et puis l'envie d'apprendre, je crois que c'est ça le plus important. Parce que nous, ce qui nous a lancé dans ce projet aussi, c'est la soif d'apprendre, la soif de comprendre, de changer Enfin, je ne veux pas dire changer le monde parce que ça fait un peu Miss France, mais réinvestir la nature en fait. Se dire je suis pas capable de faire ci parce que je sais rien faire de mes mains. Moi il n'y a pas si longtemps que ça je savais rien faire de mes mains non plus. Aujourd'hui je sais bricoler, je sais réparer des choses dans la maison, j'ai appris à faire de l'enduit, j'ai appris, donc ça s'apprend en fait. Toute une question de volonté, de temps qu'on y accorde aussi. Alors je peux comprendre que pour des raisons professionnelles, au niveau du temps, nous c'est aussi ce qui nous fait défaut parfois. On aimerait que le projet avance plus vite, mais nos situations respectives font qu'on n'a pas toujours le temps qu'on voudrait y consacrer. Et c'est pas grave en fait. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se fera. Et en termes de fonds et de finances, comme vous êtes à la recherche actuellement d'achat de terrain, est-ce que vous avez déjà les fonds ou est-ce que vous cherchez des financements d'une manière ou d'une autre? Et si vous en cherchez, comment est-ce qu'on peut éventuellement vous aider? Oui, effectivement, on est en recherche de financement. On a déjà fait plusieurs demandes de subventions auprès de l'agglomération de communes de Béthune-Bruay, auprès de la région, auprès du département du Pas-de-Calais. Donc oui, on est en recherche de financement. Pour l'instant, au niveau public, on recherche aussi des mécénats, des partenariats, que ce soit sur le plan financier comme sur le plan logistique et humain. Et on compte lancer un financement participatif. Pour ce lancement de financement participatif, on veut d'abord en fait avoir au moins un accord et une idée de où on va s'installer précisément, de comment est-ce qu'on va faire les choses et de chiffrer ça de façon plus précise. On a déjà une idée du coût que ça va avoir, on a déjà une idée du type de matériaux qu'on va utiliser, comment on va procéder, mais ça va aussi varier en fonction de la superficie du terrain, de l'analyse du sol et puis de comment est-ce qu'on peut s'arranger avec la commune aussi, parce que nous pour l'instant les terrains qu'on a repérés principalement c'est des terrains qui sont à la base non constructibles.
Mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait modifiable avec, pas tous, mais pour la grosse majorité en tout cas. Donc il est possible qu'on se retrouve en fait avec un terrain qui soit non constructible à la base. Et donc il faut voir aussi au niveau législatif et avec les communes comment c'est possible, s'il faut modifier le PLU, qui est le plan local d'urbanisme, ou s'il est possible d'avoir un statut en tant qu'association agricole pour pouvoir quand même construire une infrastructure, et surtout dans quelles conditions en fait. Comme je te disais juste avant qu'on commence l'interview, on est vraiment en tout début. Même si ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus, on a surtout travaillé le qu'est-ce qu'on veut pas, où est-ce qu'on veut s'installer, comment est-ce qu'on doit procéder. Parce que, bon, aujourd'hui on a 24-25 ans, mais on a eu l'idée de ce projet, on avait 22-23 ans. 23, ouais. Il y a forcément des choses que tu apprends avec l'expérience de vie aussi, et on est un peu plus cadré maintenant. Quoi. Maintenant on est plus cadré. Voilà. Et est-ce que vous croyez que sans le Covid, sans le confinement, vous en seriez là aujourd'hui à penser à un lieu comme ça? Moi perso, je pense pas. Moi non plus, je pense pas. Je pense qu'on aurait pu avoir l'idée, mais on l'aurait pas mis en place. Mais on l'aurait pas mise en place. On aurait pu en rigoler, comme on l'a fait au début quand c'était juste pour passer le temps. Mais ouais, comme tu dis, on n'aurait pas été jusque là en fait. Non. On n'aurait même pas envisagé la création d'une association en fait. Ouais, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est aussi le fait de se retrouver confronté directement au changement climatique, parce qu'il est déjà là maintenant. On le voit au quotidien. Enfin, c'est bête, mais quand on était gosse, quand on nous parlait du changement climatique, de ce que ça allait avoir comme impact, on nous disait que ça arrivera en 2100. Sauf que non, ça n'arrive pas en 2100, ça arrive maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la figure d'ici même pas 10 ans en fait. C'est ce sentiment d'urgence qui nous a poussé à agir et à lancer ce projet. Oui, parce que dans votre environnement familial, etc., vous venez pas du tout de familles qui sont conscientes plus ou moins? Non, pas du tout. Moi, j'ai des parents qui ont travaillé dans l'industrie. Mon père m'a raconté il y a encore pas si longtemps qu'il balançait les déchets dans le fleuve d'à côté et qu'à aucun moment ils se sont dit que ça allait avoir un impact sur l'environnement et que... Enfin, c'est... Non, en fait, pas du tout. Mais tes parents changent. Mais mes parents ont changé parce que je me suis investie là-dedans et que je les ai sensibilisés à ça. Moi, mes parents, pareil, ils sont pas du tout du secteur, enfin de ce domaine-là en tout cas, et ils sont pas trop intéressés à ça. Puis c'est bête, mais enfin moi je me souviens, il y a encore quelques années, j'avais une idée très carriériste de la réussite, que je n'existais que par ma réussite professionnelle. Là où aujourd'hui, je me rends compte que la reconnaissance dans le milieu professionnel, ça n'existe pas. Et que le plus important, c'est pas ton statut social. Le plus important, c'est ce pourquoi tu te bats au quotidien, ce que tu défends, et le fait que tu te sentes bien avec ça, que tu te sentes bien dans tes pompes, que tu te sentes en accord avec toi-même. Et justement, ce projet, c'est notre façon à nous d'être en accord avec nous-mêmes et d'être en accord avec nos principes, avec aussi nos angoisses, notre crainte de l'avenir, et d'offrir autre chose. Et je peux pas m'empêcher de me dire en fait que en créant justement même si c'est des petites structures au départ qui s'agrandissent, où on n'a pas forcément l'ambition de créer un grand pôle, mais plus ce genre de lieu va se multiplier à travers la France, à travers la Belgique, l'Europe, plus en fait on aura des moyens de résilience. Pour moi, j'ai presque envie de dire que c'est presque une bonne nouvelle, parce que j'ai l'impression que l'humanité est enfin en train de sortir de sa crise d'adolescence. C'est exactement ce que dit Pablo Servigne dans son livre. Il y a enfin une prise de conscience, il y a enfin des gens comme nous qui s'activent, et la possibilité de créer une société qui soit plus humaine, en fait, qui soit moins... On n'est pas des machines, justement. Mais oui, en fait, c'est tellement essentiel de créer des lieux comme cela, un peu partout dans la région, à l'échelle nationale, et de développer des endroits où on va pouvoir vivre ou survivre, en fait, à toutes ces perturbations, en fait. Des gens qui veulent faire comme vous, à part vous rejoindre potentiellement, mais peut-être complètement ailleurs dans la francophonie. Bon, là vous êtes à 2, donc peut-être que la motivation est plus simple, je sais pas. Je sais pas si vous avez eu des moments où vous aviez... Il y en a encore, il y en aura encore, ça c'est sûr. Et comment vous faites du coup pour continuer à croire à tout ça? Déjà on compte l'un sur l'autre. Si je peux personnellement donner un conseil, les gens peuvent se lancer seuls. Mais s'ils se lancent à plusieurs, ça sera beaucoup mieux pour leur motivation personnelle. Ce sera plus simple aussi, parce que c'est un travail de titan en fait. Et s'ils veulent vraiment lancer ça, c'est renseignez-vous, apprendre. En fait, c'est sortez de chez vous. Ne pas lâcher. Ouais, sortez de chez vous. Non, mais c'est aussi simple que ça. Sortez de chez vous, allez rencontrer des gens, allez leur parler, allez leur poser des questions.
que ce soit leur spécialité ou pas, le meilleur, je crois que c'est Orelsan qui dit ça à un moment donné, le meilleur moyen de gérer un problème, c'est de poser des questions. C'est exactement ça en fait. Et si vous ne savez pas à qui poser les questions, il y a plein de moyens. Vous allez sur Instagram, sur Facebook, il y a plein de pages de personnes. Aller faire du woofing aussi. Faire du woofing, il y a plein de personnes qui sont autour de chez vous, qui ont des projets pas forcément identiques aux vôtres, mais qui s'en rapprochent. Donc il y a toujours possibilité d'aller poser des questions. C'est en lançant ce projet-là qu'on a appris qu'il y avait aussi un projet d'écolieu citoyen du côté de, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Berck ou un truc comme ça. Bref, dans la côte de Pâle. Alors qu'on n'en avait jamais entendu parler avant, ça fait 10 ans qu'ils galèrent à essayer de créer leur projet. En vrai, on est nombreux à vouloir lancer des projets comme cela. Le problème, c'est qu'on a effectivement tendance à être peut-être un peu trop chacun de notre côté. Et donc, ce qui est bien avec les réseaux, c'est que ça permet de créer du lien, de connecter, de voir, tiens, toi, comment t'as fait, comment toi tu vois les choses. Et des fois, on peut être d'accord, des fois, on peut ne pas être d'accord. Dans tous les cas, même si vous voulez lancer votre projet seul, c'est pas une mauvaise idée en soi, parce que plus on aura des lieux comme cela, et au mieux ce sera, et au mieux plus on aura d'alternatives en fait pour la suite. Mais du coup c'est intéressant ce que tu dis sur le fait des gens qui veulent créer entre guillemets dans leur coin des projets, etc. Qu'est-ce qui fait que vous voulez créer le vôtre et pas en rejoindre un ? Parce que nous on veut vraiment s'ancrer dans le territoire du Béthunois. On a aussi fait quand même des recherches pour voir ce qui était fait autour de chez nous. Et c'est pas du tout pour cracher sur les gens qui le font. Au contraire, c'est très bien qu'ils le fassent. Mais c'est juste que certains n'ont pas forcément la même philosophie que nous. Et il y en a d'autres, en fait, leurs écolieux ne correspondent pas forcément à ce que nous, on recherche aussi. Donc en fait, ça va un peu dans les deux sens. Mais pour du coup répondre à ta question d'avant, s'il y en a qui veulent se lancer là-dedans, donc soit ils peuvent comme nous essayer d'en créer un, mais sinon s'ils pensent pas avoir la force de pouvoir en créer un, ils peuvent très bien en rejoindre un, parce qu'il y en a c'est sûr côté de chez eux, quoi. Oui, non, puis je pense que en fait c'est important de développer ce genre de lieux dans des endroits qui sont pas forcément dans une super bonne situation économique, parce que c'est ce qui va permettre de dynamiser le territoire justement. Nous, ce qui nous a aussi poussé à nous installer dans le Béthunois, il y a une industrie qui se développe, il y a des activités qui se développent, mais pas sur le plan de l'écologie ou sur le plan de l'agriculture biologique. Il y a aussi, je pense qu'il y a une demande, il y a un manque en fait par rapport à ça dans notre secteur. Le fait de refaire vivre des villages, des ruralités, parce que beaucoup d'écolieux aujourd'hui se construisent autour des villes et je trouve ça un peu dommage. Il faut surtout redynamiser aussi la campagne qui perd un peu de vitesse. Mais je sais pas qui en perd, c'est qu'elle en a beaucoup perdu, elle commence à en reprendre, Dieu merci. Mais Ah oui, si c'était par rapport à la question de comment les gens peuvent faire s'ils veulent nous aider. Déjà, c'est nous suivre sur les réseaux et nous partager, donc sur Facebook et Instagram, parce que plus il y a de personnes qui nous voient, plus il y a de monde qui nous suit, plus on sera visible par les communautés, par les subventions, etc. Après, si certaines autres personnes veulent nous aider, on n'est pas contre des dons aussi. C'est ça. Même s'il n'y a pas forcément de levée de fonds à ce moment-là, on n'est pas contre les dons à n'importe quel moment. Et dans quelques temps, lorsqu'on aura le terrain, si les gens veulent venir nous rencontrer, ils pourront venir directement sur place et du coup nous acheter quelques légumes en même temps. Moi j'espère que peut-être d'ici 5-10 ans, on pourra se retrouver et voir où vous en êtes. Ça me ferait très plaisir. Ça nous fera plaisir de t'accueillir sur place. Et je vous souhaite beaucoup de réussite, vraiment. Et merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Merci à toi d'être venu vraiment. Avec grand plaisir. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'association Permission ou y apporter votre aide, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Et c'était donc le dernier de cette deuxième saison. Un immense merci pour votre écoute, vos partages et vos retours réguliers. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à suivre les pages Facebook et Instagram @lavivaoupodcast ou à écrire à lavivaou@gmail.com. Et à bientôt, j'espère.